Le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a prévenu devant la commission de la défense que la France devait se préparer à un possible choc avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Dans un climat de réarmement et de tensions croissantes en Europe et dans le monde, cette mise en garde rappelle que la guerre n'est plus une hypothèse lointaine, mais derrière les discours sur la modernisation militaire et sur la supériorité technologique, la guerre consiste encore en des hommes, en des femmes se battant au sol, des fantassins qui avancent, tiennent et encaissent. Alors, que deviennent ces unités dans des armées de plus en plus mécanisées et numérisées? Peut-on encore préparer des guerres de terrain alors des drones et des algorithmes? Et comment former des soldats à un combat que les sociétés modernes préfèrent ne plus voir? Un invité ce soir pour nous éclairer, Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, enseignant et auteur français spécialisé dans l'histoire militaire et l'analyse des conflits. Et vous faites paraître aux éditions Perrin un ouvrage intitulé Théorie du combattant. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. La France doit se préparer à un possible choc avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Voilà ce qu'a déclaré le chef d'état-major des armées, Michel Goya. Comment est-ce que vous analysez cette déclaration? Inquiétez-nous, rassurez-nous, c'est selon. Alors le chef d'état-major des armées est dans son rôle, et puis quand tout bon militaire, il donne des objectifs qui sont clairs et précis dans l'espace et dans le temps. Quel est son rôle alors? Inquiété? Pas du tout. Son rôle, c'est de dire les choses. Lui, son rôle, c'est de préparer les forces armées aux différentes hypothèses d'emploi. Donc, il dit, voilà, l'hypothèse d'emploi sur laquelle il faut se préparer, ça ne veut pas dire qu'elle soit très probable ou qu'elle soit certaine, en tout cas, mais qui est très importante, c'est celle d'une idée d'une attaque russe contre un pays allié. Pas comme une invasion de la France, mais une attaque contre un pays allié. Et il dit, voilà, pour dissuader de cette attaque, il faut être suffisamment fort dans 3 ou 4 ans pour que, effectivement, les Russes n'aient pas envie d'attaquer un pays comme un pays balte ou la Pologne, par exemple. Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement? La France, notre pays, doit se préparer à une guerre de haute intensité. Il faut y être préparé, même, j'allais dire, intellectuellement? Alors, en fait, il faut être préparé tout le temps. Cette possibilité, c'est... Oui, mais ça laisse entendre que l'on ne l'est pas actuellement. On est passé dans une période d'une vingtaine d'années, après la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, à une période où en tout cas, pour les Français, la menace vitale, la menace d'une invasion s'est éloignée. C'est inédit dans notre histoire. C'est la première fois qu'on n'avait pas d'ennemi possible à nos frontières, ou très proche de nos frontières. Moi, j'ai commencé ma carrière militaire au début des années 80, et puis on s'entraînait tous les jours à aller combattre en Allemagne, en République fédérale allemande, contre une offensive soviétique. Et en réalité, voilà, c'était dans l'air, tout le monde c'était quelque chose qui était envisageable. Et puis cette perspective s'est éloignée, ce qui ne nous a pas empêché de faire la guerre, mais de la faire au loin, des guerres peut-être de moindre intensité, ce qui est une notion très relative. Quand vous êtes sous le feu, c'est forcément toujours de la haute intensité, même si en face de vous, vous avez que quelques dizaines d'hommes avec des kalachnikovs. Donc c'est se préparer à la guerre, en tout cas à la guerre à grande échelle, et ça c'est quelque chose en réalité auquel les militaires français se préparent moins intellectuellement depuis 1914, lapsus, depuis 2014 avec l'invasion de la Crimée. Donc là on s'est dit à cette époque, oui, la Russie redevenue sur le devant de la scène, et pratique une politique de puissance. Ils ont attaqué la Géorgie, ils ont attaqué la Crimée, ils ont attaqué 2 fois dans le Donbass en 2014 et en 2015. En 2022, maintenant, ils attaquent à très grande échelle. Et donc oui, c'est un pays qui n'hésite pas à attaquer ses voisins en fonction de ses intérêts de puissance. Et donc, logiquement, il faut se préparer à cette hypothèse. Est-ce que les propos tenus par le général Fabien Mandon méritent par ailleurs d'être recontextualisés? Le chef d'état-major des armées est également dans ce rôle, puisqu'on est dans une séquence qui voit un budget national, le budget de l'État se préparer, et donc un budget militaire afférent. Et donc, au fond, il y a aussi, j'allais dire, des sous à défendre.
Oui, bien sûr, il y a de ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que d'abord, on a été plongé dans une grande période de crise. Moi, j'ai connu ça pendant une bonne période de ma carrière. En gros, depuis cette fin de la guerre froide que j'évoquais, jusqu'en 2015, on a eu un affaiblissement de l'effort, qui correspondait aussi certainement à l'affaiblissement de la menace militaire autour de la France. Pour faire simple, en termes d'efforts budgétaires, puisqu'on parle de ça, on est passé de 3% du produit intérieur brut en 1990 à 1,5 en 2015. Et donc ça a des conséquences forcément sur l'outil militaire, sur ses capacités, sur ses moyens. L'armée que je connaissais lorsque je suis rentré faisait 500 000 soldats. Maintenant, on comprend que 200 000. Il y a 6 fois moins de chars, 4 fois moins d'hélicoptères, etc., etc. Donc il y a eu une contraction des moyens militaires. Et depuis 2015, en réalité, et c'est pas tellement d'ailleurs en fonction de la menace russe, mais surtout des attaques terroristes et de la guerre contre le djihadisme, qu'on a un peu inversé la tendance, mais on remonte tout doucement la pente. Et donc il s'inscrit dans cet élément avec cette double difficulté. C'est qu'effectivement, oui, on a des problèmes budgétaires, économiques, triple difficulté d'ailleurs. Le deuxième, c'est qu'on a aussi un contexte politique qui n'amène pas forcément la sérénité des débats, en tout cas un consensus sur le sujet. Et puis la troisième, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la menace, elle est loin géographiquement. Donc il faut convaincre les gens de dire, oui, on ne va pas se battre pour la frontière, même s'il peut y avoir des attaques par le ciel, peuvent éventuellement être attaqués par des missiles, des drones, etc. Mais s'il faut mourir, si sur la France ils doivent mourir, ce sera dans les pays baltes ou en Pologne, donc au loin. Donc il faut convaincre les Français en réalité que on a besoin de cet effort et que le contexte a véritablement changé. Et c'est pas forcément évident. Il y a une chose que démontre la guerre en Ukraine, c'est que la guerre est faite désormais de drones, d'intelligence artificielle, de technologies électroniques. L'idée centrale de votre ouvrage intitulé Théorie du combattant et qui paraît aux éditions Perrin, c'est de dire il y a tout ça, c'est vrai, mais dans le fond, la guerre continue d'être menée par des hommes, par des femmes, par des fantassins sur le terrain. Pourquoi remettre cette idée, j'allais dire, au cœur de votre réflexion? Parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier parfois, parce qu'on se laisse parfois impressionné par cette guerre à distance, peut-être plus spectaculaire, plus high-tech, mais au bout du compte, et on le voit d'ailleurs en Ukraine tous les jours, ce sont les soldats, par les fantassins, ce qu'on appelle les combattants rapprochés, ceux qui vont dans les zones de mort, ceux qui vont au contact de l'ennemi, ce sont ces gens-là qui plantent des drapeaux ou qui défendent des drapeaux. Et au bout du compte, et on le voit aussi d'ailleurs quand on commence à envisager des négociations, c'est à la fin des fins, on regarde où sont les drapeaux. Mais donc ça veut dire qu'on oublie les vies, les hommes, les femmes qu'il y a derrière, j'allais dire, sur le terrain? Un petit peu, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un peu ce paradoxe que ces hommes et ces femmes qui pratiquent le combat rapproché, qui sont aussi ceux qui meurent le plus. Et en même temps, c'est pas forcément les premiers services, ce sont un peu les oubliés, oubliés des programmes d'armement, c'est oublier un peu les oubliés de la nation, avec parfois une sorte de certain mépris, en considérant que les fantassins, c'est pas le métier le plus sophistiqué, que c'est pas aussi spectaculaire, c'est un combat très ingrat, très très difficile, c'est pas aussi spectaculaire que des frappes aériennes, une guerre à distance. Et puis c'est quelque chose de plus sale aussi, c'est tellement plus pratique d'essayer de bombarder son adversaire, surtout lorsqu'on risque à peu près rien, on risque de voir ses avions abattus. Donc il y a une très forte tentation de faire ça à distance, ce qui rend la guerre d'ailleurs un petit peu complètement aseptisée, sauf pour ceux qui reçoivent les bombes, et d'éviter d'engager nos soldats dans quelque chose qui est meurtrier, tout simplement. Une voix, Michel Goya, le témoignage d'un soldat survivant de l'embuscade d'Uzbin, c'était le 18 août 2008. C'était environ 150, donc nous qui étions en avant, on était 30, une section constituée, donc 150 contre 30, le terrain est défavorable, la chaleur aussi, l'ennemi tire bien, tous les mecs du premier au dernier, il n'y en a pas un qui... on aurait pu se cacher, se mettre à l'abri dans un VAB ou quoi, ceux qui étaient en bas. Soudan aussi aurait pu partir et ne pas laisser le binôme avec qui il était, mais autant au combat, on est tout le temps resté soudés.
Le 18 août 2008, 10 soldats français perdaient la vie dans une embuscade tendue par les talibans dans la vallée d'Uzbin en Afghanistan. Michel Goya, pourquoi partir de cet événement important pour l'armée française comme pour la France, pour, j'allais dire, tirer le fil de votre réflexion en matière de lien entre guerre et j'allais dire, soldats sur le terrain? Oui, alors c'est mon chapitre d'introduction, parce que ça faisait longtemps que les Français, tout simplement, n'avaient pas connu de combats un peu importants. Ils n'avaient pas connu aussi autant de pertes de soldats français 10 tués dans une journée, une vingtaine de soldats blessés. On n'avait pas connu ça depuis l'attaque du Drakkar au Liban en 1983, et encore c'était autre chose. Mais un combat comme ça rapproché, il fallait véritablement attendre. Le précédent, c'était 1970, où on a vu au Tchad, où on a vu encore plus de morts. Donc c'est d'abord, voilà, il y a un contraste d'ailleurs entre effectivement ce combat. Alors il y a une section qui est prise en embuscade, mais au bout du compte, c'est des centaines de soldats français qui vont être engagés dans cette affaire face à 150, au moins 150 rebelles afghans. Alors en contradiction avec le discours officiel qui a été de dire bon voilà, en fait nous ne sommes pas en guerre en Afghanistan. Ben non, on était en guerre. De fait, on est en guerre, et c'est la guerre, c'est pas forcément contre les États, c'est peut-être aussi contre les organisations armées. Et puis ensuite, le deuxième décalage, c'était entre le fait que, cet événement et les morts que ça a suscité a provoqué une grande émotion à l'époque. Je disais, mais écoutez, les gars, c'est pas compliqué. Si ça provoque une grande émotion, s'il y a un effet stratégique, si ça provoque une émotion nationale, alors ces gens-là auraient dû recevoir une attention nationale, ça devait être une priorité stratégique. Ce sont ces gens-là qui meurent. Ce sont des hommes et des femmes, des jeunes, le plus souvent, qui meurent. Et donc, on aurait peut-être pu y penser un petit peu avant et faire en sorte qu'ils soient placés dans des meilleures conditions, qu'ils soient plus équipés. Or, ces combattants, ces fantassins français qui étaient, en particulier ceux qui étaient pris dans l'embuscade, si en face il y avait eu des soldats allemands de 1944, par exemple, le résultat était sensiblement le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce domaine, il n'y a pas eu d'évolution considérable, très importante. Et puis même, il y a eu plutôt, là aussi, tout un tas de négligences. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà pourquoi on a supprimé un certain nombre de postes, alors pour faire des économies. Donc, on a beaucoup moins de soldats qu'on aurait dû, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils portent simplement 250 cartouches sur eux, alors qu'ils auraient dû même en avoir 400, etc., etc., etc. Donc, voilà, on a été... c'est une loi un peu historique, hein. On néglige souvent ces fantassins, ces combattants rapprochés. Et puis on s'aperçoit, c'est comme l'air qu'on respire, hein, c'est lorsqu'on en manque qu'on s'aperçoit combien c'est indispensable. Aujourd'hui, Michel Goya, il manque dans les rangs de l'armée ukrainienne 80 000 fantassins. Oui. Comment est-ce que les machines viennent aider les militaires de l'armée ukrainienne? Et est-ce que ces machines, j'allais dire, permettent de les remplacer en partie, de remplacer les soldats manquants? Oui. Alors oui, donc, d'abord vous avez raison, le problème stratégique numéro 1 de l'Ukraine, c'est qu'elle manque de fantassins. Voilà, 80 000, c'est considérable. C'est colossal, c'est ce qui explique que les Russes, qui ont un peu plus de fantassins, finissent par avancer petit à petit, qui sont sans doute en train de prendre la ville de Pokrovsk actuellement. C'est une pure affaire de fantassins. Les Ukrainiens auraient eu plus de fantassins, ils auraient tenu cette ville. Maintenant, oui, vous avez raison, et ça, c'est un vrai changement. C'est la manière dont ces gens-là, maintenant, combattent. Et c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que j'ai quand même bouffé pas mal de temps dans ma carrière militaire de ce qu'on appelle le combat d'infanterie. Donc c'est un métier que je connais, que je connaissais parfaitement. Je pense que je suis maintenant un peu obsolète quand je regarde comment on se bat en Ukraine. C'est-à-dire que ces combattants rapprochés, leurs ennemis premiers d'abord, alors ça c'est assez classique, hein, c'est pas forcément les combattants qui sont en face, mais c'est tout ce qui tombe du ciel, c'est les obus, c'est les mines, etc. Et maintenant ce sont les drones. Et en même temps, ce sont aussi devenus des armes de fantassins, des armes auxiliaires. Donc l'environnement en combat au sol maintenant, forcément environné de drones partout dans le ciel. Donc vous passez votre temps, ces fantassins, ils passent leur temps à regarder le ciel, à regarder en face et en même temps à regarder le ciel. À partir du moment où 70% maintenant des pertes matérielles même d'ailleurs et humaines sont le fait de drones,
alors qu'habituellement, c'était plutôt le fait de l'artillerie. C'est l'artillerie qui provoquait les pertes. Et que 70% de ces pertes, globalement, ce sont dans les fantassins. Oui, vous vous dites que les choses ont radicalement changé en la matière. On commet souvent une erreur, on se dit parfois, dans le fond, on a accès à cette intelligence artificielle, à ces drones qui nous transmettent une information extraordinaire sur les théâtres de guerre et donc par conséquent on aurait moins besoin des hommes, des soldats sur le terrain. Pourquoi c'est faux ? Oui, encore une fois, ce serait une énorme erreur parce que, au bout du compte, la logique n'a pas changé. On a toujours besoin de quelqu'un pour tenir le terrain, pour être sur le terrain, quoi, tout simplement. Le tenir, on ne peut pas le tenir à distance. Il faut des gens qui soient dans des trous, dans des postes, dans des villes, et j'y reviens, qui plantent des drapeaux. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut des combattants rapprochés qui sont de plus en plus légers, d'ailleurs. Il y a de moins en moins de véhicules, par exemple, parce que c'est trop gros, c'est trop vulnérable. Donc, on a besoin de petits éléments, donc de petites équipes d'hommes avec des drones. Et c'est ça le combat d'aujourd'hui. Vous dites que les fantassins sont de plus en plus légers, entre guillemets, Oui. et dans le même temps, l'armée française caresse un autre rêve, celle de l'homme augmenté, à travers un programme de haute technologie appelé Félin pour fantassins à équipement et liaison intégrés, c'est-à-dire des fantassins, si je puis dire, que l'on va augmenter de technologie que ce fantassin va porter sur lui-même. Pourquoi prétendez-vous dans cet ouvrage que ce programme-là est un échec ? Oui, alors c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on se pose la question comment, justement, on va faire un effort sur les fantassins. Voilà, comment on va faire pour décupler, augmenter en tout cas leur efficacité. Pour les aider grâce aux machines. Oui, on va se dire, on va leur coller plein de gadgets. En fait, ça revient à ça, quoi. D'abord, ça prend beaucoup de temps. En 1997, je me souviens avoir déjà travaillé sur certains éléments, expérimenté certains éléments de ce programme. C'est très long, c'est très cher. Un soldat français, ce qui portait sur lui à peu près, ça pourrait coûter à peu près 2000 € actuels. Avec ce programme Félin, son équipement, il coûte 42 000 € d'un seul coup. Et pour une efficacité qui, au bout du compte, n'est pas si extraordinaire que ça. Il y a plein de choses, parce que c'est fragile, parce qu'il faut l'alimenter. Il y a le problème, il faut l'électricité. Vous dites qu'il y a un problème d'électricité et d'alimentation, tout simplement. Il faut des piles, il faut l'électricité. Alors on a dit, tiens, ce serait pas mal d'avoir un petit ordinateur pour le chef. J'ai été chef de groupe de combat d'infanterie, c'était mon premier métier. Pour le chef de groupe de combat d'infanterie, ça serait pas mal, mais en fait ça marche pas. C'est pas actualisé, c'est encombrant, etc. Donc on l'utilise jamais. Bref, au bout du compte, il reste pas grand-chose de ce programme qui a coûté accessoirement assez cher. Moi j'avais dit à l'époque, écoutez, 42 000 €. Quand j'étais chef de groupe, vous m'auriez offert donner 42 000 € pour chacun des gars que je commandais, je vous aurais tout de suite, en achetant sur étagère, je vous aurais tout de suite équipé des soldats avec quelque chose de beaucoup plus efficace. Il faut réfléchir globalement au problème, il faut réfléchir sur la formation, sur l'entraînement, sur la maturation des gens, sur la manière de commander, etc., les tactiques, au lieu de se concentrer uniquement, comme on le fait très souvent, sur les programmes techniques. Vous avez commis, Michel Goya, un lapsus un peu plus tôt dans cet échange. Vous avez dit 1914 au lieu de 2014. Eh bien, je vais vous ramener tout de même à 1914 à travers le témoignage d'un fantassin français du 276e régiment d'infanterie. Il décrit la reprise à la baïonnette et on précise par ailleurs que ce régiment était également celui du poète Charles Péguy. On nous avait donné comme consigne d'enlever à la baïonnette ce village de Montion que vous voyez en face de vous, avec le château et la vieille église. On nous avait dit, il faut enlever ça à la baïonnette. Et alors nous avions cette folie sanglante, n'est-ce pas, d'avoir à prendre à la baïonnette sur un parcours de 3 km. N'est-ce pas ? Vous avez peur ? Peur, non. Non, on n'a pas eu peur. La peur, mais c'est un sentiment que tout homme connaît et que tout soldat connaît. Ceux qui viendront vous dire « je n'ai pas eu peur », mais ils mentent, ceux-là, n'est-ce pas ? Mais est-ce que la charge à la baïonnette n'est pas un peu particulière ? Est-ce que ça n'engendre pas La charge à la baïonnette, c'est spécial. L'attaque à la baïonnette est une chose barbare, sanglante. N'est-ce pas ? C'est un peu l'attaque à l'arme blanche du XVe siècle. N'est-ce pas ? On ne peut pas analyser le sentiment de l'homme qui se rue sur son semblable en face de lui avec une arme blanche pour lui percer la poitrine ou se l'avoir percée par son adversaire. Est-ce que vous buviez de l'alcool avant de partir à l'attaque ? Oui, on nous avait nourris copieusement avec de l'alcool plus ou moins frelaté à l'éther, n'est-ce pas, qui nous remontait le moral. L'homme qui se rue sur un autre homme pour lui percer la poitrine, la peur, l'angoisse, le face-à-face avec la mort. Michel Goya, comment est-ce que l'on prépare des hommes à cela ? Comment est-ce qu'on les prépare à cette épreuve ? Alors, il faut rappeler,
rappeler que effectivement rentrer dans, c'est très parfaitement décrit par ce monsieur. Ce témoignage vous a ému d'ailleurs. Oui, alors je le connaissais, mais on parlait de soldats augmentés. L'alcool, c'est une manière d'augmenter très, très rapidement le soldat en le calmant, tout simplement. Augmenter et diminuer à la fois. Oui, en le déstressant. J'y reviens. C'est-à-dire que quand vous pénétrez une zone de mort, c'est un endroit où vous êtes sûr de mourir. Si vous faites aucune précaution particulière, vous baladez les mains dans les poches, vous êtes sûr de mourir, d'être mort ou blessé à la fin de la journée. Mais quand vous pénétrez dans une zone comme ça, où la mort est présente, la mort reçue, mais aussi la mort donnée, c'est pas naturel non plus de tuer des gens, vous vous transformez. Il y a une transformation physique, ce qu'on appelle la peur. En gros, c'est le stress qui vous transforme complètement. Et en gros, vous répondez, vous devez au bout du compte répondre à une question: est-ce que je suis capable de faire face à la situation ou pas? Est-ce que je comprends ce qui se passe? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je suis bien entraîné? Est-ce que j'ai des bons soldats avec moi, des bons camarades? Je suis bien commandé, etc. Si vous répondez oui à cette question, cette transformation, vous allez à peu près la maîtriser. Ce stress, cette peur, vous allez à peu près la maîtriser, et vous allez même être une sorte de petit super-héros pendant quelques temps. Si vous répondez non à cette question, je ne comprends pas, j'ai des doutes sur mes capacités, etc., eh bien là, vous allez vous transformer en une sorte de figurant. Vous allez être sur le champ de bataille, et puis parfois même en attendant les ordres. Donc c'est de la confiance en soi-même que vous pointez là ? C'est fondamental. Et puis même au stade ultime du stress, vous pouvez être complètement paralysé. C'est-à-dire que le risque, ça devient même la crise cardiaque. Et donc vous avez un réflexe interne qui vous bloque complètement en disant stop, on arrête la mobilisation et on arrête là. Et mais donc cela, Michel Goya, pardonnez-moi, je vous coupe. Cela, Michel Goya, c'est l'expérience que vous décrivez. Mais comment est-ce qu'on s'y prépare? Comment est-ce que l'armée française peut y préparer? Toute la difficulté, c'est que, comme disait Henri Poincaré, mathématicien, la guerre est une expérience dont l'expérience ne peut pas se faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simuler l'entraînement, vous ne pouvez pas simuler la mort. À l'entraînement, vous ne tuez pas des gens et vous ne faites pas tuer, sinon ça s'appelle un vrai combat. Il faut trouver des solutions, et ça depuis les temps, depuis qu'on commence à se foutre sur la gueule, c'est-à-dire que depuis longtemps, on a toujours eu le même problème. Et donc, soit vous essayez de faire des choses, de simuler autant que possible la tactique, ce qui se passe réellement de point de vue du combat. On y arrive maintenant à faire des choses pas mal dans le domaine. Soit vous simulez la pression, donc vous simulez la peur, donc vous placez vos soldats, vous les écrasez sous le stress, sous la pression, sur les épreuves, en disant que si au bout du moment vous résistez à ça, c'est une sorte de mitratisation par le poison. Vous pouvez peut-être résister à quelque chose de plus fort, un mélange de tout ça. Vous rajoutez des méthodes d'entraînement un peu comme les sportifs, par répétition, c'est-à-dire que quand on aura peur, on va réfléchir, on va fonctionner un peu par réflexe. Et donc, l'entraînement, c'est un mélange de tout ça. Mais c'est long, c'est lent, c'est un bon soldat, ça se fabrique en fût de chêne. Enfin, ça demande beaucoup de temps. Mais c'est extraordinairement important parce que les comportements sont très différents sur le champ de bataille en fonction de ça. Des unités, puis c'est un travail d'équipe, c'est très collectif, le combat. Et donc, entre deux unités qui, sur le papier, peuvent être à peu près semblables et qui s'affrontent, vous êtes sûr que la plus expérimentée, la plus solide, va forcément écraser l'autre. Vous livrez un chiffre dans Théorie du combattant, 0,06%. C'est la part de la population qui accepte d'aller dans ce que vous appelez la zone de mort. Quel est ce chiffre et dans le fond, pourquoi quand même, j'allais dire, tenter de l'avancer? Comment décrire aussi ce qu'est cette zone de mort? On revient à ce qu'on disait au début, c'est que ce sont ces combattants rapprochés qui, au bout du compte, alors je ne dis pas que le reste est inutile, loin de là, bien sûr, mais au bout du compte, c'est ces gens-là qui gagnent ou perdent les guerres, ces combattants rapprochés. En 14-18, dans les tranchées, ils étaient bien plus nombreux que ces 0,06%. Justement. Et justement, c'est-à-dire que un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons jamais eu aussi peu, par rapport à la population française, aussi peu de combattants rapprochés. Donc ça repose sur quelques dizaines de milliers de fantassins, de tankistes, de gens qui vont vraiment au contact, des sapeurs par exemple, des hommes du génie qui vont manipuler des mines, des explosifs, tout ça dans les zones de mort, des forces spéciales, etc. Donc les gens qui sont destinés par métier à entrer dans ces zones de mort, il y en a peut-être 30 000 en France, au grand maximum, mais c'est peut-être un peu peu. Quelques mots, comment on repense aussi la façon de commander, la chaîne de commandement? Est-ce qu'elle doit être en proximité, toujours sur le terrain, au plus près des hommes qui sont engagés sur ce terrain, ou bien un commandement efficace est un commandement lointain mais qui sait diffuser ses ordres?
En fait, c'est un peu les deux. Là, c'est les deux, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette bulle, dans cette zone de mort, dans cette bulle de violence, oui, il faut des chefs qui sont au contact. On a énormément de chefs dans les armées, en fait. Il faut bien comprendre que c'est très hiérarchique. À partir de caporal, vous êtes déjà un chef. Mais c'est important d'avoir des chefs pour encadrer, pour donner des ordres, pour dire. Vous avez plein de gens qui ne savent pas quoi faire, en fait, et qui attendent des ordres. Et donc, dites, OK, on va à droite, à gauche, peu importe, mais on y va. Et donc, ils structurent, et tout ça, ça permet de contrôler un peu le stress et d'être un peu plus efficace. Et puis après, oui, bien sûr, il faut des états-majors, il faut des gens au-dessus qui coordonnent tout ça. C'est une énorme machine, globalement, des armées dans des combats de haute intensité. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les officiers français sont formés à la fois à la base et dans un deuxième temps formés à commander à des échelons plus élevés au niveau, en faisant par exemple l'école de guerre, etc., etc. Merci beaucoup, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine. On recommande la lecture de cet ouvrage qui est apparu le 23 octobre dernier aux éditions Perrin. Il est intitulé « Théorie du combattant ». Merci également à celles et ceux qui ont fait et pensé cette émission avec moi. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain. À la réalisation, c'était Léa Racine et Jean-Guilain Mèche ce soir à la technique.